Bonjour à tous. Dans ce DM, je souhaite revenir sur la notion de rayon spectral. En effet, si on considère une matrice grand A appartenant à Mn de K, eh bien on peut toujours la plonger dans Mn de C. Et dans ce cas-là, le polynôme caractéristique, lui, sera alors scindé. Sous-entendu, il peut être factorisé, on peut exhiber des racines. Les racines du polynôme caractéristique, nous l'avons vu, ce sont exactement les valeurs propres de la matrice grand A. Ce qui me permet de dire et de définir le rayon spectral comme l'élément maximum de l'ensemble fini suivant, d lambda, quand lambda parcourt le spectre de A. Autrement dit, on définit le rayon spectral comme étant le module de la valeur, je vais y arriver, le maximum des modules des valeurs propres de la matrice grand A. L'objectif, c'est d'étudier dans ce DM quelques propriétés du rayon spectral, c'est un grand classique, et également d'aller chercher cette question 20, à savoir le comportement des itérés de A, à savoir que A puissance K tend vers 0, si et seulement si le rayon spectral est strictement plus petit que 1. Je vous propose alors de commencer par la question 14. Il s'agit ici, dans cette question 14, de comparer les rayons spectraux de deux matrices qui seraient semblables. En effet, si on considère S une matrice inversible, c'est-à-dire une matrice de passage ici, appartenant à Gln de C, A étant fixé dans Mn de C, alors on me demande de comparer ici le rayon spectral de A et de S-1 à S. Alors en notant grand B, la matrice S-1 à S, eh bien on constate qu'on a une relation de similitude entre A et B, et ainsi les deux matrices sont semblables. Or, le déterminant étant un invariant de similitude, on peut montrer que les polynômes caractéristiques sont aussi égaux. C'est-à-dire que le polynôme caractéristique d'une matrice est aussi un invariant de similitude. C'est-à-dire qu'on a alors, donc en notant B égale à S-1 à S, on a le polynôme caractéristique de B qui est par invariance de similitude, le polynôme caractéristique de grand A. Et dans ce cas-là, on en déduit que les valeurs propres, c'est-à-dire les racines du polynôme caractéristique de A, sont exactement les mêmes que le polynôme caractéristique de B. C'est-à-dire que le rayon spectral de A et le rayon spectral de B coïncident, ce qui me permet de dire dans cette question 14 que les rayons spectraux sont égaux lorsque S est une matrice inversible. Pour aller plus loin, dans une question 15, on me demande alors de justifier que A est trigonalisable. Eh bien, je vous rappelle que ici, la matrice A appartenant à Mn de C, et nous avons montré cette semaine que toute matrice de Mn de C était trigonalisable. C'est-à-dire qu'il existe nécessairement une matrice P inversible appartenant à Gln de C, telle que A est de la forme P(T)P-1, avec T une matrice triangulaire constituée sur la diagonale des valeurs propres, et un surbloc triangulaire qu'on ne cherchera pas à identifier ici. On nous demande alors, pour K appartenant à une étoile, de comparer ρ de A puissance K et ρ de A puissance K. C'est-à-dire que, je m'explique, avec K appartenant à n étoiles, eh bien on a par récurrence immédiate, que les itérés de A, c'est-à-dire A puissance K, sont encore semblables, donc ça va être de la forme Pt, P-1 puissance K, et bien par récurrence, c'est semblable pour la même matrice de passage à T puissance K. Pourquoi je fais ça? Eh bien, si on cherche à comparer les rayons spectraux, ça veut dire qu'on cherche à identifier, encore une fois, les modules des valeurs propres pour en tirer la valeur maximale de ces modules. Eh bien, pour aller plus loin, encore une fois, si je travaille sur la matrice triangulaire, quand on va calculer la matrice T, le tout à la puissance K, eh bien, on constate par opération que A puissance K est de la forme P fois lambda 1 puissance K jusqu'à lambda 1 puissance K, 0 ici, par opération sur les matrices triangulaires supérieures, et des étoiles qui ne sont pas forcément les mêmes par opération, mais je ne cherche pas encore une fois à identifier. C'est-à-dire que lorsqu'on a A puissance K qui est semblable à cette matrice triangulaire, eh bien on en déduit ici que le spectre de A puissance K, c'est donc le maximum des modules des valeurs propres qui interviennent ici, mais ce sont exactement les mêmes valeurs propres que la matrice grand A élevée à une certaine puissance K. Ça veut dire qu'on récupère directement que le rayon spectral de A puissance K, c'est le rayon spectral de A, le tout à la puissance K. Et bien de la même façon, si on joue avec cette fois-ci alpha, donc avec alpha, ici précisé, c'est précisé alpha appartenant à C, et bien quand on va s'intéresser aux valeurs propres
donc de alpha A, eh bien, alpha A va être semblable à la matrice alpha lambda 1, alpha lambda n, le tout p-1. C'est-à-dire que le spectre va être lu, encore une fois, sur la diagonale. Et donc, le spectre de alpha A, c'est l'ensemble des valeurs propres de la forme alpha fois lambda I, où lambda I désigne les valeurs propres de A. Donc, quand on passe au module et qu'on extrait, encore une fois, le max des valeurs obtenues, eh bien, on en déduit, toujours grâce à cette relation de similitude à la matrice T, que le rayon spectral de alpha A, c'est donc le max des modules de alpha lambda I, mais alpha en module étant positif et ne dépendant pas des coefficients ici de ligne, c'est-à-dire qu'en gros, le max des alpha lambda I en module, c'est module de alpha fois le max des lambda I. C'est-à-dire qu'on récupère ici module de alpha fois rho de A. Ce qui me permet ici d'identifier donc des relations sur le rayon spectral pour une matrice donnée. Enfin, question 16, on me demande pour dernière propriété sur le rayon spectral de montrer que si n désigne, donc considérons n une norme sous-multiplicative de Mn de C, vérifiant norme de AB inférieure ou égale à norme de A fois norme de B, donc considérons grand N une norme sur Mn de C sous-multiplicative, sur Mn de C sous-multiplicative, eh bien on me demande sous-multiplicative, pardonnez-moi, eh bien on veut montrer dans ce cas-là que la norme de A est toujours inférieure, que le rayon spectral est toujours inférieur ou égal à cette norme de la matrice grand A fixée dès le début. Alors comment faire? Évidemment, j'avoue que ce n'est pas évident parce qu'on n'a aucune information sur grand N. On sait ce qu'est le rayon spectral de la matrice grand A, mais on ne sait pas ce qu'est cette norme grand N sur Mn de C, à part qu'elle est sous-multiplicative. Alors ici, on nous donne une indication, on pourra fixer lambda une valeur propre. Ben oui, ça va de soi si on cherche à comparer le rayon spectral à la norme sur A. Mais on nous dit également d'introduire une matrice grand H presque nulle, sauf en la première colonne. Donc je m'explique, c'est-à-dire que supposons ou notons soit lambda appartenant au spectre de A, lambda éventuellement complexe. Alors, par définition, nous l'avons vu cette semaine, il existe un vecteur propre, donc un vecteur colonne non trivial. Alors, il existe x appartenant au vecteur colonne, Mn 1k privé de 0, x différent de 0, tel que AX est égal à lambda x. Et je décide, au vu de l'indication, on note alors H, la matrice constituée du vecteur colonne grand X ici pour sa première colonne, et de colonne nulle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je regarde alors A fois H, et ainsi, lorsqu'on fait le produit A fois H, alors il convient de faire le tableau des coefficients A fois le tableau H associé, eh bien on va s'apercevoir que si je fais le produit toujours ligne-colonne, je vais réussir à mettre une première colonne ici qui est identifiable, puisqu'elle va être de la forme A fois grand X. Et pour tous les autres, comme vous avez des colonnes nulles ici, dès lors que je vais faire les produits ligne-colonne, je vais montrer que je vais récupérer des zéros ici. Or, AX étant égal à lambda X, je récupère un tableau constitué de lambda X en la première colonne et des colonnes nulles. Et bien, si on regarde bien ce qui se passe, on récupère simplement lambda fois la matrice grand H ainsi construite. C'est-à-dire que quand je regarde ici A fois H, astucieusement récupère lambda H. Alors pourquoi faire ça? Eh bien comme la norme est une sous-multiplicative, on va pouvoir passer à la norme ici et tenter de mettre en relation avec ce lambda-là. Lambda étant quelconque valeur propre du spectre de A, on pourra espérer avoir une majoration du rayon spectral. C'est-à-dire qu'on en déduit alors en composant par la norme, grand N ici, on en déduit en composant par la norme sous-multiplicative, que la norme de lambda H, ici, est égale à la norme de AH et est inférieure ou égale au produit des normes A et norme H. C'est-à-dire que par homogénéité sur la norme, on peut sortir lambda en valeur absolue, en module, on récupère module de lambda fois norme de H inférieure ou égale à norme de A fois norme de H. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est une majoration du rayon spectral, c'est-à-dire des valeurs propres. Eh bien ici, NH est non nul. Pourquoi? Parce que par l'absurde, si la norme de H était nulle, par séparation, c'est que H serait la matrice nulle. Or, H est constitué d'un vecteur colonne grand X, un vecteur propre non trivial par définition. C'est-à-dire que NH étant non nul, on en déduit que pour tout lambda dans le spectre, pour tout lambda appartenant au spectre, on a bien le module de lambda qui est inférieur ou égal à NA,
c'est-à-dire que NA est un majorant pour les modules des valeurs propres appartenant au spectre de A, c'est-à-dire que par passage au max, on récupère que le rayon spectral, et ainsi, d'où, la majoration du rayon spectral par NA ici. Autrement dit, pour toute norme sous-multiplicative de Mn de C, le rayon spectral est majoré par Na ici. Ce qui me permet donc de terminer ces 3 premières questions sur les propriétés du rayon spectral. Dans les questions suivantes, on cherche alors à obtenir une inégalité dans l'autre sens, à savoir que le rayon spectral étant inférieur ou égal à Na, on cherche à montrer que pour tout epsilon strictement positif, eh bien on est capable de construire une norme telle que Na lui-même va être majoré par ρ de A plus epsilon. L'intérêt pour nous, rappelez-vous, c'est de calculer le comportement asymptotique des puissances itérées de A. C'est-à-dire, on va essayer de travailler en norme sur A puissance K. Si j'ai des informations sur le rayon spectral, on pourra donc mettre en relation le comportement asymptotique de la norme de A puissance K et le rayon spectral. Bon, ça c'est très difficile à comprendre, mais les questions 17, 18 et 19 vont nous permettre d'obtenir cette relation-là. Alors pour ce faire, on fixe D un paramètre strictement positif et on note pour le reste de ces questions D1 disto une matrice diagonale constituée des puissances 1 taux jusqu'à taux puissance n-1, voilà, avec laquelle on me demande de jouer. Alors pardonnez-moi, je vais essayer de prendre celui-ci. Et donc, question 17, on me demande de calculer dans un premier temps, donc on cherche à déterminer la matrice diagonale pour, d taux moins 1, le tout fois une matrice triangulaire T, le tout fois d taux. Alors au passage, une matrice diagonale puissance moins 1, comme taux est strictement positif, on en déduit que le déterminant de d taux, lui, est non nul, donc la matrice est inversible, et d taux moins 1, c'est simplement une matrice diagonale constituée des inverses des coefficients diagonaux, c'est-à-dire 1 sur 1, 1 sur taux, jusqu'à 1 sur taux puissance n-1. Mais on me demande alors de calculer ce coefficient-là. Alors je vous propose dans un premier temps, c'est-à-dire que dans un premier temps, pour tout ij appartenant à 1n carré, eh bien, on va revenir au coefficient du produit matriciel et on va aller chercher ici le coefficient ij du produit t fois d taux. Eh bien, pour ce faire, ça donne la somme de k égale 1 à n des t d'indice ik fois d taux indice kj. Je vais mettre des crochets, ce sera plus simple à comprendre pour celui-ci. Seulement pour une matrice diagonale, dès lors que k est différent de j, vous allez obtenir 0. C'est-à-dire que dans cette somme, il me reste simplement l'élément pour k égale j, donc il va me rester tij fois d taux jj, c'est-à-dire t puissance j. Donc il va me rester tij, il faut que je m'applique, tij, le tout multiplié par t puissance j. C'est pas terminé, puisque dans ce cas, si j'ai obtenu ce coefficient-là, eh bien on en déduit pour tout ij appartenant à 1n carré, le coefficient du produit ici des matrices, donc d taux moins 1 t d taux ij, lui, ça va être quoi? Ça va être la somme de k égale 1 à n des d taux moins 1 ici d'indice ik fois t d taux d'indice kj. Je récupère encore une fois la formule du produit matriciel. Seulement celui-ci en indice kj, on l'a obtenu ici. C'est-à-dire que j'obtiens la somme de k égale 1 à n des d taux moins 1 d'indice ik, le tout fois d taux d'indice kj, donc c'est cette valeur-là, c'est donc t kj, taux puissance j. Seulement, dans cette somme, encore une fois, comme la verse d'une matrice diagonale est encore diagonale, eh bien, le seul terme qu'on va conserver, c'est pour k égale i. C'est-à-dire, j'ai un petit peu de place ici. On va obtenir d taux moins 1 indice ii, c'est-à-dire 1 sur taux puissance ii. Puissance i, c'est-à-dire taux puissance moins i. Donc, on va récupérer taux puissance moins i, t kj, taux puissance j. C'est-à-dire que le coefficient d'indice ij demandé ici, c'est-à-dire est donc le coefficient ij, le d taux moins 1 pour une matrice triangulaire ici, fois d taux, va nous donner ici le coefficient suivant, taux puissance j moins i, fois, alors j'ai fait une petite bêtise, quand j'avais dit qu'on gardait pour k égale i, évidemment, si k égale i, je peux remplacer i. K par i ici, je récupère donc t ij, et donc on obtient ces coefficients-là, donc pour le produit de ces matrices d taux moins 1, t d taux.
Seulement, on me demande alors, une fois avoir exhibé donc ces coefficients, on me demande à la question Q18 de montrer que la norme infinie de la matrice ainsi construite est majorée par le rayon spectral plus epsilon, pour T donc une matrice triangulaire supérieure. Donc on va aller un petit peu plus loin encore une fois, c'est-à-dire que partant de la question 17, on va essayer d'en déduire la norme infinie de tout ceci. Or, je vais rappeler dans ce contexte ce qu'est la norme infinie. La norme infinie, chez nous, c'est souvent en dimension finie, le max des modules des coefficients. Attention, dans ce DM, eh bien, on rappelle que la norme infinie de A, elle était donnée par le max sur I, parcourant les entiers de 1 à n, des sommes sur J allant de 1 à n des coefficients A et J. C'est-à-dire que si j'adapte ici, quand je regarde la norme infinie de d taux moins 1 t d taux infini ici, c'est donc, j'adapte le max sur i de la somme pour j allant de 1 à n des modules des coefficients ici, donc c'est-à-dire des taux j moins i, donc j moins i, taux ij. Et l'idée, c'est d'essayer de majorer tout ça. Alors, techniquement, on pourrait travailler sans le max, c'est-à-dire que, or, pour tout i appartenant à 1n, je vais chercher un majorant, puis par passage au max, j'en déduirai un majorant du max. Eh bien, cette somme-là, pour j allant de 1 à n des taux j moins i, je vous rappelle que taux est strictement positif, donc ça va me donner les taux j moins i des taux ij. Alors, ce que l'on va faire, si je cherche à mettre en relation avec le rayon spectral, je vous rappelle que dans cette question-ci, T est une matrice triangulaire. Donc si on veut mettre en relation avec le rayon spectral de T, il faut mettre en relation avec les coefficients diagonaux, puisque pour une matrice triangulaire, les valeurs propres sont exactement sur la diagonale. Encore une fois, on a vu ça cette semaine. Ça veut dire que je vais séparer cette somme-là. On va pouvoir voir ça comme étant la somme pour J allant de 1 à n des taux, donc on va séparer le cas j égale i, donc pardon, je vais le faire à part, c'est-à-dire que pour j égale i, j'obtiens taux puissance i moins i, ça fait taux puissance 0, ça fait 1, donc je vais avoir les TII plus une somme pour j allant de 1 à n différent de i, des taux j moins i, TIJ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux majorer cette expression-là, eh bien, comme c'est une valeur propre ici pour la matrice triangulaire, c'est plus petit que le rayon spectral de T, plus la somme pour j allant de 1 à n, j différent de i, des taux puissance j moins i, TIJ. Ça veut dire que par passage au max, étant donné que j'ai obtenu un majorant, on en déduit par passage au max, ici, et ainsi, donc le max de ces sommes-là, puisque pour tout i, on a réussi à obtenir un majorant, on en déduit que la norme infinie de d taux moins 1 t d taux ici, c'est-à-dire le max, est inférieure ou égale à ρ de t plus le max sur i des sommes sur j différent de i des taux j moins i TIJ. Or, moi, ce qui m'intéresse dans cette question-là, c'est de justifier au-delà de la majoration qu'on est capable, en gros, de trouver un taux suffisamment petit, appartenant à une boule centrée en 0, c'est-à-dire suffisamment petit, tel que ce truc-là sera négligeable, de sorte qu'on aura bien une norme ici infinie, plus petite que ρ de taux, plus epsilon. Eh bien, je vous rappelle que comme on peut jouer sur le paramètre taux, donc avec taux ici suffisamment petit, c'est-à-dire qui tend vers 0, eh bien on pourra alors, comme on a une somme finie, on pourra alors rendre négligeables ces quantités-là, eh bien avec taux suffisamment petit, c'est-à-dire de sorte que taux, donc suffisamment petit dans une boule de centre O et de rayon delta, je crois, strictement positif, donc c'est avec taux, donc c'est-à-dire avec taux qui tend vers 0, eh bien on peut trouver un delta, on peut trouver un rayon, on peut trouver ici un rayon delta strictement positif, tel que le max sur i de mes sommes finies ici, des taux j moins i TIJ, soit inférieur ou égal à epsilon. Ça veut dire que oui,
si on joue sur le paramètre taux et qu'on le fait tendre vers 0, on peut se placer dans une petite boule centrée en 0, de sorte que on obtienne la norme infinie, plus petit que ρ de t, plus une quantité négligeable. Alors le fait de pouvoir jouer ici, c'est bien qu'on a une somme finie de termes et qu'on a le choix du paramètre taux dans cet exercice. Et finalement, et ainsi, on a bien delta, un rayon strictement positif, pour lequel, si taux est bien choisi au voisinage de 0, eh bien on a, tel que pour tout t, pour tout taux appartenant à la boule de centre O et de rayon delta, ici on obtient bien d taux moins 1 t d taux en norme infinie, qui est plus petit que ρ de t plus epsilon. Alors, pourquoi cette question ? Eh bien, l'objectif, c'était de construire une norme particulière, telle que pour la matrice A, NA lui-même soit plus petit que ρ de A plus une quantité négligeable. Eh bien, regardez, pour la question suivante, donc c'est la question 19, puisque A, on avait rappelé qu'elle était trigonalisable semblable à une matrice T, eh bien, en appliquant la question 18 avec taux qui était quelconque, mais là, cette fois-ci, en la spécifiant en T, T qui était quelconque, maintenant avec T égale à P-1 AP, eh bien, il vient la relation suivante, c'est-à-dire qu'on obtient une majoration de la norme infinie. Ça veut dire qu'on récupère ici des taux moins 1 ici, P-1 AP des taux en norme infinie, inférieur ou égal à ρ ici de la matrice P-1 AP, donc P-1 AP plus epsilon. C'est-à-dire, si je réécris les choses, c'est-à-dire que cette norme infinie-là va être inférieure ou égale par propriété du rayon spectral, c'est-à-dire que c'est un invariant de similitude aussi, est inférieure ou égale à ρ de A plus epsilon. Eh bien, il suffit de définir NA, cette norme-là, et on aura ainsi construit une norme qui dépend évidemment de A et d'epsilon, de sorte que ρ de A est toujours plus petit que NA, mais avec ce bon choix de norme, plus petit également que ρ de A plus epsilon. Ce qui termine les questions 17, 18 et 19. Enfin, regardons cette question 20. C'est la question pour laquelle je voulais faire cette vidéo-là. C'est une question classique que vous pouvez retrouver à l'oral du concours. C'est-à-dire que je cherche dans cette question 20 à montrer que pour une matrice A appartenant à Mn de C, eh bien on veut montrer que A puissance K tend vers 0 quand K tend vers plus l'infini, si et seulement si le rayon spectral est strictement plus petit que 1. Alors, dans ce DM, tout a été préparé pour réussir à démontrer cette équivalence-là. Donc, j'ai proposé deux façons. Une façon de faire par double implication liée aux questions précédentes, 14 à 19, et une autre façon de procéder qui peut-être est plus naturelle, mais repose sur un théorème difficile qui est en marge du programme de MP, c'est le théorème de décomposition de Dunford. Alors on commence pour la première façon de corriger ou de démontrer cette équivalence-là. On va travailler par double implication. C'est-à-dire que dans un premier temps, on peut par exemple supposer dans le sens direct, on va supposer ici que A puissance K tend vers 0. Alors on rappelle que d'après les questions précédentes, j'ai une relation entre une norme sous-multiplicative et le rayon spectral. C'est-à-dire que alors on a l'existence ici d'une norme sous-multiplicative sur un Mn de C, d'une norme sous-multiplicative sur Mn de C. Par exemple, soit on la note grand N quelconque, soit on peut préciser les choses, puisque dans le cours de MP, on a vu quelques normes sous-multiplicatives classiques. Notamment la norme infinie qui est définissante dm, vous avez vérifié que c'est une norme sous-multiplicative. Mais également la norme 2, par exemple, est aussi sous-multiplicative, associée au produit scalaire canonique sur Mn de K. Ça veut dire que si on considère une norme sous-multiplicative, on a alors la relation suivante, à savoir que ρ de A puissance K est toujours inférieur ou égal à la norme de A puissance K. C'est ce qu'on a démontré. Le rayon spectral est toujours majoré par cette norme sous-multiplicative. Le rayon spectral étant un max de modules de valeur propre, celui-ci est positif. Alors pourquoi je fais ça? Et là, on va travailler par encadrement. Puisque A puissance K tend vers 0,
et que la norme est Lipschitzienne grâce à l'inégalité triangulaire inversée, eh bien on peut en déduire qu'elle est continue, et donc n de a puissance k tend vers n de 0 qui vaut 0. C'est-à-dire que par passage à la limite, tout ceci tend vers 0 quand k tend vers plus l'infini. Et donc par encadrement, on récupère que le rayon spectral de a puissance k, lui, tend vers 0. Or, le rayon spectral de a puissance k, c'est ρ de a, le tout puissance k. C'est-à-dire qu'une valeur complexe à la puissance k qui va tendre vers 0. Bon, ben on le rappellera prochainement, mais vous devez connaître le comportement pour q appartenant à C des q puissance k, à savoir que q puissance k tend vers 0, si et seulement si, eh bien, module de q est strictement plus petit que 1. Le rayon spectral étant positif, on en déduit, si ρ de a puissance k tend vers 0, que nécessairement ρ de a est strictement plus petit que 1. Et donc, ρ de a est strictement plus petit que 1. Ce qui me permet d'achever ce sens direct. Dans le sens réciproque, on va supposer cette fois-ci, donc on suppose, que ρ de a est strictement plus petit que 1. C'est-à-dire que si je fais un petit dessin, eh bien vous avez 1 qui est ici et le rayon spectral est par ici. Voilà le rayon spectral. Eh bien encore une fois, je vais exploiter les questions précédentes du DM. On va donc fixer un epsilon strictement positif, de sorte que, donc tel que, ici, si je rajoute epsilon, on reste strictement plus petit que 1. Bon, et c'est facile, hein, il suffit de prendre la distance de 1, de ρ de a à 1, de la diviser par 3 par exemple, et ρ de a plus cette distance sur 3 va être encore strictement plus petite que 1. Pourquoi je fais ça? Eh bien, encore une fois, d'après les questions précédentes, donc d'après les questions précédentes, on sait qu'on peut construire une norme, donc les questions les précédentes, on peut construire une norme grand N qui dépend à la fois de A mais du epsilon choisi, parce qu'on avait dû jouer sur le taux afin de rendre négligeables les choses par rapport à epsilon. Donc il existe grand N, une norme sous-multiplicative sur Mn de C, telle que cette fois-ci j'ai l'encadrement suivant, à savoir que Na est inférieur ou égal à ρ de A plus epsilon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je regarde cette fois-ci, eh bien la norme dans ce cas, si je regarde la norme pour tout k appartenant à n, si je regarde pour tout k appartenant à n, la norme de a puissance k, et bien par sous-multiplicativité, c'est inférieur ou égal à la norme de a, le tout à puissance k. C'est même inférieur ou égal par construction à ρ de a plus epsilon, le tout puissance k. Seulement, encore une fois, ρ de a, c'est un terme positif, hein, je vous rappelle que c'est le max des modules, plus epsilon, c'est un terme positif, strictement plus petit que 1. Ça veut dire que par passage à la limite et par encadrement, on a encore, cette fois-ci, eh bien, le terme au centre, c'est-à-dire Na puissance k, qui va tendre vers 0. Seulement, si on tend vers 0, même pour les suites vectorielles, on tend vers 0 en norme, si et seulement si la suite vectorielle elle-même tend vers 0. C'est-à-dire que ça équivaut à dire que A puissance k tend vers 0 pour la norme grand N. Alors vous allez me dire, oui, mais dans l'énoncé, il faut montrer que les itérés de A tendent vers 0, peu importe le choix de la norme. Eh bien, on verra un petit peu plus tard que lorsqu'on est en dimension finie, c'est le cas sur un espace de matrice, sur l'espace des matrices, pardon, à coefficient dans C, eh bien, toutes les normes étant équivalentes, le fait de tendre vers 0 pour cette norme-là, ça veut dire que la suite tend intrinsèquement vers 0, indépendamment de la norme choisie. C'est-à-dire que finalement, A puissance k tend bien vers 0 quand k tend vers plus l'infini. Ce qui me permet d'achever ce sens réciproque et on en déduit l'équivalence attendue dans la question 20. Seulement moi, je voulais le traiter autrement. Alors je vous propose une autre démonstration ici de la question 20, plus proche de ce qu'on pourrait faire aux oraux. Donc, autre méthode. Indépendamment, évidemment, des questions précédentes dans le DM. Pour cette question 20, on cherche encore à montrer que A puissance k tend vers 0, si et seulement si le rayon spectral est strictement plus petit que 1. Encore une fois, je vous propose d'attaquer, par exemple, le sens direct, c'est-à-dire qu'on peut supposer que A puissance k tend vers 0. Et moi, ce que je veux, c'est montrer que le rayon spectral est plus petit que 1. Bon, bah, je vais fixer lambda une valeur propre et je vais essayer de travailler sur son module pour montrer que toutes les valeurs propres sur des modules plus petites que 1, par passage au max, le rayon spectral sera plus petit que 1. C'est-à-dire que je vais considérer lambda, et considérons alors lambda appartenant au spectre de A.
Ça veut dire quoi appartenir au spectre de A? Ben ici, en dimension finie, ça veut dire que dans ce cas, je peux au moins dire qu'il existe un vecteur propre, vecteur colonne non trivial, x différent de 0, tel que ax est égal à lambda x. Alors pourquoi faire ça? Eh bien, par récurrence immédiate, on va pouvoir comparer le comportement de a puissance kx à lambda puissance kx. C'est-à-dire que par récurrence, on a alors que pour tout cas, à chaque fois que je multiplie par a, je multiplie par lambda, eh bien, ça équivaut à donner lambda puissance k fois x. Et par passage à la limite alors, par hypothèse, ça tend vers 0, puisque les itérés de a à la puissance k tendent vers 0, quand k tend vers plus l'infini. Ce qui me permet d'en déduire que lambda puissance k fois mon vecteur propre ici, lui tend vers 0, quand k tend vers plus l'infini. Alors n'allons pas trop vite, faisons les choses correctement. Dire que lambda k fois x tend vers 0, ça veut dire dans un espace de dimension finie que composante par composante on tend vers 0. Ça veut dire que si je le réécris, plus précisément, ça équivaut à dire que quand je regarde lambda puissance k fois ce vecteur colonne, on a chacune des composantes lambda puissance k x1 jusqu'à lambda puissance k xn, ce qui va tendre vers 0, eh bien composante par composante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en particulier, si on note donc avec xi0 différent de 0, puisque le vecteur colonne étant un vecteur propre, il y a au moins une composante qui n'est pas nulle, le vecteur n'étant pas trivial, et bien avec x0 non nul, on a que lambda puissance k x0 qui tend vers 0 quand k tend vers plus l'infini avec lui différent de 0, c'est-à-dire que ça entraîne que lambda puissance k tend vers 0 quand k tend vers plus l'infini. Mais lambda étant un complexe, on connaît le comportement de q puissance k pour q complexe, je l'ai rappelé tout à l'heure, ce qui me permet de dire, ce qui nous livre que lambda en module est nécessairement strictement plus petit que 1. C'est-à-dire que par passage au max, on récupère que le rayon spectral est strictement plus petit que 1. Voilà comment traiter ce sens direct. Réciproquement, c'est là que ça devient plus joli encore, réciproquement, on va supposer que le rayon spectral cette fois-ci, donc on va supposer que le rayon spectral est strictement plus petit que 1, et on va essayer de montrer que malgré tout, les itérés de A tendent vers 0. Eh bien, on a, si je regarde cette fois-ci les puissances itérées de A, et que je veux utiliser ça, ben on a malheureusement un problème. Pourquoi? Parce que la relation A puissance kx égale à lambda puissance kx, elle est pratique lorsqu'on utilise x un vecteur propre. C'est pas vrai pour tout x sur les vecteurs colonnes. Donc en gros, c'est ce qui me pose difficulté, puisque si j'envoie A puissance kx vers 0, je fais que sur les vecteurs propres. Et moi, je veux le faire tout le temps, c'est-à-dire que ça ne dépend pas du choix de x. Alors comment faire? Eh bien, on va invoquer un théorème de décomposition de Dunford, à savoir qu'une matrice grand A de Mn de C peut toujours être vue comme une matrice diagonalisable plus une matrice nilpotente avec D et N, si je nomme ainsi, deux matrices qui commutent. Je m'explique, lorsqu'on travaille dans Mn de C, donc ici A appartient à Mn de C, eh bien on sait que d'après d'Alembert-Gauss, le polynôme caractéristique associé est scindé, et si on utilise Cayley-Hamilton qui évoque le fait que le polynôme caractéristique soit annulateur, eh bien ça veut dire qu'on va pouvoir avoir une décomposition sous-jacente de l'espace ambiant. Ce qui va me permettre, en choisissant des bonnes bases, des bases adaptées à la décomposition qu'on obtiendra en somme directe de sous-espaces caractéristiques, voilà le vocabulaire, eh bien on va pouvoir trigonaliser grand A. Voilà ce que je suis en train de faire. Alors pourquoi je le raconte comme ça? Parce que la façon de trigonaliser via le théorème de décomposition des noyaux appuyé du théorème de Cayley-Hamilton, eh bien nous permet en fait de faire apparaître des blocs intéressants. Des blocs de matrices diagonalisables et des surblocs de matrices nilpotentes. Et ainsi naît la décomposition de Dunford. Alors ce qui est très fort, c'est que si A appartient à Mn de C, alors d'après le théorème de décomposition de Dunford, qu'on fera un petit peu plus tard en téléspécifique, de décomposition donc de Dunford, il existe un unique couple donc d'une matrice diagonalisable et D, de sorte que A va pouvoir s'écrire D plus N avec Dn qui est égal à Nd, les deux matrices commutent, D matrice diagonalisable, et N matrice nilpotente. Alors c'est un petit peu du vol pour vous, si vous n'êtes que 3,5, parce que c'est un théorème qu'on n'a pas encore vu. Néanmoins, on s'en approche drôlement. En 3 semaines de temps, avec tout ce qu'on a fait, on peut aller le chercher.
Si je veux l'utiliser, bah, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même les itérés de A. C'est-à-dire que dans ce cas, en utilisant Dunford, je vais pouvoir calculer A puissance K. C'est-à-dire que pour tout K, je vais quantifier un petit peu appartenant à N, A puissance K, c'est simplement la somme de D plus N puissance K. La décomposition de Dunford nous donne donc la somme de deux matrices qui commutent. Je peux donc appliquer mon binôme de Newton ici et récupérer la somme pour I allant de 0 à K, des I parmi K, des n puissance i, d puissance k-i. Alors pourquoi je fais porter la puissance i sur n et pas sur d? C'est parce que n étant nilpotente, on va pouvoir commencer à travailler sur la somme. C'est-à-dire tout simplement, je vais tronquer la somme. L'avantage pour moi, c'est que comme je veux regarder le comportement asymptotique de a puissance k, eh bien, en tronquant la somme, je ne dépendrai plus de k là-haut. Je n'aurai pas une série ou une somme infinie, quelque chose qui va converger. C'est-à-dire qu'en notant p, ici, alors je vais changer de feu, j'ai l'impression que lui fait un peu la tête. Donc en notant P, donc avec P l'indice de nilpotence de N, on a pour tout K supérieur ou égal à P, eh bien A puissance K, les itérés de A, c'est donc la somme pour I allant de 0 à K, mais comme je suis nilpotent d'indice P pour grand N, dès lors que j'ai du N puissance P, ça vaut 0, c'est-à-dire la somme pour I allant de 0 à P-1, des I parmi K, n puissance i, d puissance, ici, k-i. Mon objectif, c'est de passer à la limite dans tout ça. Alors l'avantage, c'est qu'on a maintenant une somme finie. Et donc, si je m'intéresse au comportement asymptotique de la puissance k, eh bien, il faut aller chercher du côté de la limite des i parmi k fois d puissance k-i. C'est-à-dire qu'en particulier, si on regarde ce qui se passe lorsqu'on a i parmi k fois d puissance k-i, eh bien comme d est une matrice qui est diagonalisable, je sais qu'il existe une matrice de passage P inversible, telle que cette écriture-là peut se ramener à i parmi k fois P fois donc des valeurs propres lambda 1, lambda n, le tout fois P-1. C'est-à-dire que lorsque je regarde, j'oublie à la puissance k-i, ce qui veut dire pour ma matrice diagonale, par récurrence immédiate, on obtient ça. Ça veut dire que j'obtiens ici une matrice i parmi k d puissance k-i, qui est semblable donc à une matrice diagonale de la forme i parmi k, lambda 1 puissance k-i, jusqu'à i parmi k, lambda n puissance k-i. Reste à obtenir ici le passage à la limite. Alors si on revient un petit peu au coefficient, or pour un coefficient i fixé, pour i fixé dans un n, eh bien le coefficient i parmi k, donc je vais m'appliquer, est-ce que ça devient illisible, sinon i parmi k, donc lambda, alors le problème c'est que j'ai i, c'est le coefficient de ma somme, et ici j'ai par exemple des valeurs propres, donc je ne vais pas fixer i, je vais fixer j dans un n, c'est ce que je voulais faire. Eh bien vous obtenez ici factoriel k, le tout sur, ici, donc factoriel k, le tout sur factoriel i, k moins i factoriel lambda j puissance k moins i, c'est-à-dire que je vais faire apparaître une croissance comparée pour être tranquille, c'est-à-dire qu'on obtient ici le produit des coefficients k fois k moins 1 jusqu'à k moins i plus 1, le tout sur factoriel i, lambda j puissance k moins i, mais je vous rappelle que i est fixé par ma somme, compris entre 0 et P-1, et que lui, J est fixé comme un indice qui me permet de décrire les valeurs propres. C'est-à-dire que le seul paramètre qui va évoluer, c'est K. Eh bien, si on regarde ici en module, et donc en module, si je note mu J, le coefficient sur la Jm place dans la diagonale, mu J en module, lui, il va être équivalent à K puissance ici, à K puissance I, le tout sur factoriel I, fois module de lambda J, puissance K, moins I. Mais quand k tend vers plus l'infini, eh bien par croissance comparée, vous avez ici un terme qui, lui, grâce à l'hypothèse irospectrale strictement plus petit que 1, un terme qui va me permettre, par croissance comparée, d'emmener tout ça vers 0. C'est-à-dire que comme le rayon spectral, est strictement plus petit que 1, toutes les valeurs propres de A sont strictement plus petites que 1, et donc par croissance comparée, on en déduit ici que tout ceci va tendre vers 0. Vous avez en gros un terme, exponentiel ici, exponentiel de k-i log de module de lambda j, fois un truc géométrique, par croissance comparée exponentielle puissance,
on récupère tout simplement que cette expression-là tend vers 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que coefficient par coefficient, eh bien, dans ma somme finie sur i allant de 0 à p-1, chacun des termes va tendre vers 0, puisque les matrices de la forme i parmi k des puissances k-i vont tendre vers 0 en raison des coefficients. C'est-à-dire qu'on en déduit, grâce à Dunford, on en déduit ici que a puissance k tend vers 0 quand k tend vers plus l'infini. Alors ça, moi, je l'ai déjà donné et je l'ai déjà retrouvé sur des exercices d'oraux, niveau central, min-pont, XENS. Ça tape un peu à cause de quoi? Du théorème de Dunford auquel on n'a pas accès en MP. Et pourtant, il est en marge du programme, c'est-à-dire avec ce qu'on fait, on serait capable d'aller le chercher. Mais on ne peut pas le citer dans une copie. Par contre, au concours à l'oral, c'est autre chose. Si vous le citez, attendez-vous à ce qu'on vous bouscule un petit peu dessus. En tout cas, cette année, je travaillerai pour que vous soyez capable d'en parler, de l'utiliser le cas échéant. Encore une fois, voilà un thème important, le rayon spectral. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre un petit peu mieux les rudiments de la réduction et au pire, ou au mieux, pardon, ce DM numéro 3. Bon courage à vous et bon week-end à tous.